Bonjour, merci beaucoup d'être là ce matin pour cette masterclass de David Gutiérrez Camps. Je remercie tout d'abord donc l'Instituto Cervantes pour nous accueillir pour cette activité destinée aux professionnels ou en tout cas aux personnes intéressées à l'audiovisuel et l'interprétation. Nous remercions aussi Occitanie Film, donc l'agence du cinéma de film en Occitanie qui nous a aidé à organiser cette journée. Je vais juste dire quelques mots sur David Gutiérrez Camps, pardon, et ensuite je lui passe la parole parce que c'est lui qui va intervenir aujourd'hui. Mais dans le cadre des Ciné Espagne, nous avons découvert le travail de David en 2019 avec son film Sotabosc, un film qui se passait, que je pense qu'il va avoir beaucoup de liens avec son prochain projet Les Convulsions. Sotabosc, il a été en compétition un nouveau cinéaste, donc comme je dis, en 2019. Cette année-là, nous avions des rencontres professionnelles dans le cadre des Cine Espagne. C'était des rendez-vous entre des cinéastes espagnols qui avaient un projet en développement à ce moment-là et des producteurs ou des professionnels français. Donc David a été sélectionné pour participer à ces rencontres, rencontrer des professionnels du cinéma français. Et son projet, Les Convulsions, duquel on va parler aujourd'hui, a été primé avec le prix Cine Espagne Lab. Donc déjà, nous avons commencé à accompagner David dans le développement de ces films. Et ensuite, cette année, en 2022, au mois de juin, nous avons organisé Trafic, qui était à nouveau des rencontres professionnelles entre euro-régionales, c'est-à-dire entre le Baléares, Catalogne et Occitanie. C'est des rendez-vous qui se sont passés pendant 3 jours en ligne et nous avons sélectionné quelques projets baléares, enfin des îles Baléares, catalans et occitans, et donc des catalans dont David. David, avec son projet Les Convulsions, qui est un peu plus avancé, il a participé à quelques journées de discussions avec d'autres cinéastes, avec sur des masterclass aussi. Et donc là, pour nous, c'est un plaisir de continuer à l'accompagner dans les développements de son projet Les Convulsions. C'est un projet tout à fait qui s'inscrit dans l'intérêt dans le projet du festival de continuer à accompagner les cinéastes qu'on reconnaît et qu'on aime bien, dont se sent proche de son cinéma. Donc pour nous, c'est un plaisir aussi d'écouter, enfin de venir écouter ce qu'il va nous raconter. Et donc voilà, je te laisse la parole. Merci David. Ça va être en français, mais bon, je vais être là au cas où il y a des questions de langue. Okay, merci beaucoup. Je monte ici, non? Oh. Ok, bonjour. D'abord, je vais m'excuser parce que je ne parle pas très bien le français et ça peut être un peu difficile pour moi de faire ça aujourd'hui en français. Mais c'est Irena, la productrice du film, et Alba m'ont encouragé à essayer de le faire en français. Alors, excusez-moi pour mon français, mais je pense que quand je suis à votre place, je préfère qu'il y ait quelqu'un qui lutte contre une langue pour la bien parler, pour communiquer, que ne pas avoir la traduction simultanée. Alors, c'est ça que nous essayerons de faire aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui, ça s'appelle un masterclass, mais je ne suis pas un master et je ne vais pas donner une classe. Ce que je vais faire, c'est de partager mes expériences passées, de partager mon parcours par le cinéma, et spécialement ce qui, avec la mélange de la réalité et la fiction, et le travail avec des acteurs qui ne sont pas professionnels. Je vais prendre mes papiers, excusez-moi, j'ai ici... OK. Pour commencer, aussi, je voudrais que tous nous réfléchissons sur un film que nous aimons beaucoup. Et nous pensons pourquoi nous aimons beaucoup ce film. Qu'est-ce que ce film nous a donné? OK? Et je vous laisse réfléchir 30 secondes. Et si quelqu'un veut partager, c'est pourquoi nous avons aimé ce film. Ce n'est pas important de partager le film. Je vous donne 1 minute.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ça? Pas le titre du film, mais pourquoi nous aimons un film beaucoup? S'il vous plaît. Pour les émotions que ça peut nous procurer, et surtout, des fois, ça nous donne des leçons de vie aussi. On peut être critique en fonction du film. Si c'est un film qui ne nous plaît pas forcément, on peut être critique sur la vision qu'a le réalisateur de la vie ou de la société, par exemple, en fonction du film, ou les émotions que ça peut nous apporter. C'est un film un petit peu plus mignon. Ok. Les émotions, non? Les émotions qui nous... Les émotions, le message derrière qui peut nous apporter, ou au contraire qu'on peut critiquer. Ok. Est-ce qu'il y a des autres... Ça nous met dans une autre réalité. Ok, ça nous met dans une autre réalité. Oui. Ça peut être un film qui est différent de ce qu'on a l'habitude de regarder. Un film qui est différent. Ça, c'est un peu... C'est pas loin d'un film que... Comment est-ce que tu as dit? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Toi? Oui. Une autre réalité. Dans une autre réalité. Non? Pour moi, quand j'ai commencé à aimer les films, c'est que c'était très important pour moi, c'est que le film comme un outil pour me transporter dans une autre réalité. Non, pour me transporter dans un autre endroit, me transporter, me faire sentir des émotions, non, comme tu disais. Me transporter et m'ouvrir porte à messages, à monde que je ne connaissais pas. Non? Alors, pour moi, c'est ça d'abord, non? Le film comme un outil pour me transporter au monde inconnu, éloigné, qui me permet de voyager à des espaces mentaux, à des endroits, à des pays inconnus, connaître des personnages que je connais pas, je ne vais connaître pas dans ma vie, et ça me permet, non, comme spectateur, d'être transporté. Après, quand on travaille comme réalisateur aussi, le cinéma, quand tu travailles comme réalisateur, ce que tu veux, ce que je veux, c'est de faire transporter au monde, non? Faire transporter aux spectateurs. Et pour le faire transporter, il y a une chose que c'est très important pour moi, non? Très, très important. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut pourquoi le film peut transporter aux spectateurs. Mais il y a une que c'est très, très, très important pour moi. Et s'il n'y a pas cet élément-là, pour moi, tu ne peux pas être transporté, tu ne peux pas ressentir ces émotions, tu ne peux pas connaître de monde éloigné. Et c'est ça que si le film ne se sent pas vrai, si le film est faux, si tu regardes un film et tu ne te crois pas ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas y avoir une transportation. Il ne peut pas y avoir... tu ne peux pas ressentir les émotions parce que ça, c'est faux. Et quand quelque chose est faux, tu ne peux pas rentrer là, tu ne peux pas sentir ces émotions, tu ne peux pas voyager. J'ai mes papiers, ils sont très loin, mais je viendrai par ici. Hein. Et comment est-ce que tu peux faire pour éviter qu'un film est faux? Il y aura beaucoup de manières de le faire. Hein. Ici, c'est très important, comme j'ai dit au début, ce que je vais faire, c'est de partager mes expériences, mais je ne veux pas critiquer ceux qui travaillent différemment. Francis Ford Coppola ne travaille pas comme moi et ses films sont incroyables. C'est ça que je veux dire, c'est que je vais partager mon parcours, non? Mais pas critiquer les autres chemins que les autres ont pris. Oui. Alors, pour moi, ça passe souvent, pour éviter ce qui est faux, pour arriver à faire un film qui est vrai, ça passe souvent pour mélanger la réalité et la fiction, pour faire du tournage un petit jeu entre éléments qui ne sont pas seulement de fiction. Entre travailler avec des acteurs qui n'ont pas des expériences précédentes
mais spécialement aussi travailler avec des acteurs qui ont vécu vies qui sont similaires à ceux des personnages que nous présentons. En mélangeant réalité et fiction, en travaillant avec comédiens qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas une technique très bonne, toujours avec l'imprévisible tout le temps. Le tournage devient le lieu central de la création cinématographique parce que ce n'est pas seulement l'exécution de ce que tu as écrit avant. Non? Normalement, dans le cinéma plus industriel que ce que je fais, tu as un scénario et le tournage, tu vas exécuter exactement ce que tu as écrit et c'est ça. Quand tu travailles avec cette imprévisibilité, quand tu mélanges un peu la réalité et la fiction, il faut être très ouvert à ce qui se passe dans le tournage pour repenser constamment ce que tu vas faire et comme le film va évoluer. Et quand tu travailles comme ça aussi, il faut changer un peu le dispositif du cinéma. Non? Si tu travailles avec du monde, non? Si tu travailles, je veux dire, c'est plus difficile d'avoir une équipe de 40 personnes. Si tu travailles un peu entre la réalité et la fiction, il faut repenser le dispositif pour que le tournage peut devenir un lieu de création, un vrai lieu de création, où nous jouons avec l'imprévisible. Et cet imprévisible, pour moi, nous permet de révéler un peu de magie, des fois. Non? Et c'est ça que nous cherchons aussi. Trouver un peu de magie et éviter que ce film est faux. Non? Ok. Je vais là, hein? C'est vrai que quand tu travailles comme ça avec des acteurs qui ne sont pas professionnels, ils n'ont pas la même technique, non, qu'un acteur professionnel et il y aura des acteurs qui peuvent te porter exactement à une émotion très très précise et en travaillant comme ça ne passe pas, non? Ok, je voulais introduire un peu la conférence avant de parler de mes processus, okay, les expériences que j'ai eues, de partager les castings que j'ai fait. J'ai fait 2 longs métrages, un long métrage et demi. J'ai fait un long métrage expérimental qui s'appelle The Juan Bushwick Diaries. Après, j'ai fait Sotabosc, qu'elle va parler, qui a été présenté à Cine Espagne. Et maintenant, je suis en train de développer Convulsion. Et nous allons parler, je vais vous présenter un peu ces 3 films que j'ai faits et les processus que j'ai suivis pour travailler avec des acteurs. Okay. À chaque de ces 3 films, j'ai eu un dispositif différent. Quand je parle de dispositif se comprend bien en français. Un dispositif différent. Des caméras différentes, une équipe complètement différente. Et ça, c'est très important pour moi, et il y a beaucoup des étudiants ici aujourd'hui. Et je crois que c'est très important de penser quel dispositif tu vas avoir pour faire le film que tu veux. Et des fois, n'est pas évident de faire cette réflexion. Mais c'est très différent d'être 3 amis dans une maison que d'être 35 personnes qui ne se connaissent pas entre eux. Non? Et ça c'est très important. Alors, le premier film que j'ai fait, c'est un film expérimental qui s'appelle The Juan Bushwick Diaries. Je l'ai fait quand j'ai étudié aux États-Unis et quand je suis retourné à Barcelone, que c'est où j'habite, je voulais expérimenter avec beaucoup des éléments du cinéma et j'ai pensé à faire un journal filmique. Un journal ou journal? Journal filmique. Un journal filmique parce que ça me permettait de jouer avec beaucoup des éléments, d'essayer de, par exemple, expérimenter, faire des petits expériments esthétiques, expériments avec la texture du cinéma.
j'ai expérimenté avec beaucoup de caméras. J'ai fait, dans ce film, il y a Super 8, il y a des vidéos HD, il y a des téléphones portables, il y a un peu de tout. Et l'histoire que je pensais, c'était de faire un journal d'un cinéaste qui est un cinéaste de fiction, qui est ce Juan Bujuic, qui décide de commencer à filmer sa propre vie. Non? J'ai écrit le personnage d'un cinéaste américain qui habite à Barcelone et qui est un peu fatigué de la grande ville. Et c'était un peu mon alter ego quand je suis retourné aux États-Unis et je ne savais si je voulais être là. Non? Alors j'ai écrit ce personnage qui me permettait de jouer un peu aussi avec, faire ce mélange entre réalité et fiction, entre ma vie et ce que j'écris et beaucoup d'éléments. Alors j'avais besoin de quelqu'un qui jouait, non? C'est cinéaste américain. Alors, je cherchais quelqu'un qui parlait anglais, espagnol et qui habitait à Barcelone. Et j'ai vu beaucoup de monde. Ici, d'abord, je n'ai fait pas vrai casting, j'ai connu les candidats. J'ai parlé avec eux parce que je cherchais quelqu'un qui voulait prêter un peu sa vie et entrer dans le jeu de, par exemple, ne pas seulement tourner ce que je lui demande, mais aussi, par exemple, de tourner quelque chose avec son portable de sa vraie vie. Non? Alors, j'ai trouvé Barry Paulson, qui était un acteur qui avait fait des publicités et qui était un artiste aussi, il fait des sculptures. Et il s'apprêtait complètement à faire ce jeu de réalité-fiction. Alors, le dispositif, quel a été le dispositif ici? Je n'avais pas, dans ce cas, un scénario, j'avais seulement des notes, non? Et nous avons commencé à tourner un jour par semaine, Barry, l'acteur, moi, et des fois une troisième personne. Je préparais quelque chose, et nous le tournons un jour par semaine. Pendant toute la semaine, lui, il filmait avec son portable des moments de sa vie que pouvaient se correspondre à la situation du personnage. Et moi, je filmais aussi des moments de ma vie que pouvaient se correspondre à l'histoire du personnage. Et chaque semaine, je faisais le montage, non? Et je repensais ce que je vais tourner la semaine suivante. OK? Oui. Alors, nous avons fait ça pendant 3 mois, je crois. Chaque semaine, de nous trouver, tourner ensemble, tourner séparés. Lui, il tourne, je tourne ici, je réécris, je fais du montage, je repense. Non? Tout ce processus. À Barry, quand nous sommes tournés ensemble, et je voulais qu'il faisait quelque chose, non? Qu'il disait quelque chose à la caméra, j'ai jamais lui écrit les lignes de dialogue. Et si j'essayais de l'écrire, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas bien. Alors, ce que je faisais, c'est de jamais lui donner un papier, seulement de lui expliquer ce que je veux qu'il fait. Non? Et je crois que ça a fonctionné très bien. Alors, il y a des autres personnages, il y a des acteurs qui sont, dans ces cas, dans le film, il y a des acteurs qui sont professionnels, qui ont voulu jouer, qui l'ont fait très bien. Je n'ai donné aucune ligne de dialogue à personne. Et aussi, il y a des gens que je connais, des amis que j'ai, que je pensais que pouvaient être en face de la caméra à l'aise et jouer un peu eux-mêmes en face de la caméra. Et je crois que maintenant, nous allons regarder un morceau de ce film. Oui, nous allons regarder les premières... C'est un tout petit scène de ce film, que c'est une conversation en visioconférence, comme un Skype. Non?
Paul, Yo, what's Juanito. up, dude? Rock and fucking roll, man. How you doing? Yeah, like morning rock and roll. You know? Oh, you know what you should do? Oh God, what? You should go, because I read this article in El País, Mm-hmm. because I know you don't read the newspaper, about this artist, that she was like a drug addict, and to get out of this addiction, she started doing photographies of herself. Really? Yeah, it was like a therapy for her, and it's like it's an exhibition in the private space in Barcelona. The private space. Poblenou. Yeah, What's the artist's name? Photographer? Cristina Núñez. Cristina Núñez. Núñez. Cool, man. And yeah, I think you should go there. And I could introduce you to this friend of mine who's working there. Mm-hmm. And maybe you could even, like, because she's doing workshops, how to make a self-portrait and Ah, this kind wow, of shit. man. But really like hardcore style, like you know, Wow. like, no bullshit. Ok, nous pouvons couper ici. Merci. Il y a des choses dans ce morceau. Nous avons vu plus Paul, qui est l'ami de Juan Bujuic, mais comme, par exemple, la naturalité avec laquelle Paul joue avec les cure-dents, ou comme ce qu'il fait avec les cigarettes, qu'il s'allume la cigarette, après il dit quelque chose, il y a comme une petite chorégraphie de mouvements qui ont une naturalité que pour moi, c'est ça que je cherchais quand je disais que je voulais avoir des essais qui ne sont pas faux, qui se sentent vrais. Non? Et vraiment, je ne me sens pas capable d'écrire ça et que résulte comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un que oui, mais il y a la naturalité des mouvements, tout ce qu'ils font avec tout ce que Paul fait avec les mains, tout. Alors oui, je finis avec cette introduction de The Juan Bujuic Diaries. À la fin, c'était mon premier film, c'était un tout petit film que j'avais fait, c'était un expériment mais que j'ai fait avec des amis, mais en Espagne il a été présenté au Festival de Malaga et il a été montré en salle et ça a été génial pour moi parce que j'ai réussi à faire un film avec des amis qui est sorti en salle et qui a des bonnes critiques. Ok, nous passons sur. Je vais parler maintenant de Sotabosc. Si. Rapidement par rapport à ce film-là, en termes de pré-production, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous avez juste écrit le scénario mais sans aucun dialogue, avec juste une histoire qui est... Pour le scénario du coup en pré-production, vous avez juste écrit le scénario sans aucun dialogue et de façon très large pour pouvoir être beaucoup plus libre sur le tournage, ou il y avait quand même une pré-production qui était assez précise, même sans dialogue? Non, il n'y avait pas une pré-production précise. C'était un film que je faisais en complète liberté. Il n'y avait pas une boîte de production dans ce cas. Alors c'était moi et lui. Et en fait, j'ai parti des notes. Non, j'avais un document où j'écrivais des idées pour tourner des scènes avec lui. Et je le tournais, après je réécrivais. Mais il n'y avait pas... La post-production, c'était plus de trouver les acteurs et réfléchir sur le dispositif et comment est-ce que nous allons tourner ça. Non? Réfléchir quel film je veux faire, mais pas un vrai scénario. Il n'y avait aucune ligne de dialogue. Peut-être je n'avais quelques lignes qui étaient importantes pour moi, mais comme je le disais, je ne suis pas jamais donné aux acteurs. S'il y a plus de questions, vous pouvez dire. Sinon, après. Ok.
après ça, je reprends un fil, non, après d'avoir fait ce film. Je reprends un fil que j'avais poursuivi avant, que c'était de faire un film sur la communauté de migrants d'arrivée récente dans un coin de Catalogne, non? Proche à Girona, nord de Barcelone. Okay? J'ai dit avant que j'habite à Barcelone. J'habite un peu entre Barcelone et l'Ariège, ici en France. Mais j'ai grandi dans un petit village proche de Girona. Et en fait, c'est là que j'étais fasciné par l'arrivée de ce migrant qui ouvrait des mondes complètement neufs. Non? Et je me rappelle que j'avais 16 ou 17 ans et j'étais complètement fasciné pour comme tu avais des mondes qui sont très proches, une maison ici, la maison de ma grand-mère, où il y a un monde dedans, et à côté, il y a un monde complètement différent où ils habitent des personnes qui viennent d'un autre coin du monde, qui vivent d'une façon complètement différente. Ça m'intéressait beaucoup. Et je voulais faire un film sur ça. Je ne savais pas quel film j'allais faire. Je pensais peut-être à faire un documentaire. En fait, ça c'était avant de faire The Juan Bushwick Diaries. Et j'ai connu beaucoup de migrants d'arrivée récente dans ce coin de la Catalogne. Mais j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé le film, je ne savais pas comment le faire, je ne savais pas quel film je voulais faire vraiment, non? Et après j'ai laissé ça et j'ai fait The Juan Bushwick, j'ai fait toutes ces choses que j'ai fait, tourner avec des vieux portables en Superoid, toutes ces choses. Mais après de faire ce film, je me suis dit que je voulais retourner sur ce sujet. Et j'ai retourné à passer du temps avec tous ces personnages, à les connaître mieux, à faire des repérages, des quêtes, non, pour connaître ce monde que je ne connaissais pas trop bien. Et ça, c'est comme, on peut dire, comme une recherche vers l'extérieur. Mais aussi, c'est que c'était important pour moi, c'était de faire une recherche vers l'intérieur, que des fois, c'est plus difficile. Rechercher dans ton intérieur pour savoir quel film tu veux faire sur ce sujet. Parce que c'est la chose que je ne savais pas quand je voulais faire ce film d'abord, non? Qu'est-ce que je veux raconter? Quel film je veux faire ici? Il y a une réalité qui m'intéresse, et je la connais, et je la connais très bien. Mais qu'est-ce que je veux raconter ici? Alors, je commençais un processus, dans ce cas, d'écrire un scénario, en fait, sans dialogue, mais un vrai scénario, un traitement, on peut dire, non? Que présenter la scène de Sotabosc. Et l'idée, je me suis concentré à une idée très petite, que c'était d'avoir un personnage qui habite dans un petit village, qui est complètement hors de la société de ce village, et qui erre par les forêts en cherchant pommes de pin et bruyère pour le vendre après. C'était une image que j'avais, en fait, depuis que j'étais petit. J'avais l'image d'un homme avec une tout petit moto, non? Qui avait beaucoup de bruyère derrière, beaucoup de bruyère. Et dans ce cas, c'était très important pour moi d'avoir un acteur qui jouait ce personnage, qui avait fait ça dans sa vraie vie. Alors, c'est pas que je ne veux pas, dans ce cas, un acteur qui est un professionnel, ça peut être, mais je veux quelqu'un qui a vécu la vie de quoi je parle,
quelqu'un qui a erré par les forêts en cherchant quelque chose à vendre. Non? Quelqu'un qui a grimpé aux arbres pour cueillir les pommes de pin. Parce que ça nous donne un visage, ça nous donne quelque chose à les mains, ça nous donne une vérité, non? Et en ce cas, je savais que c'était difficile c'était très difficile de trouver quelqu'un qui appartient à ces communautés, qui avait fait ses boulots, et qui pouvait jouer. Alors, j'ai commencé mon processus pour chercher quelqu'un qui pouvait jouer. J'ai pensé, si je trouve quelqu'un, je peux faire le film. Si je ne trouve pas ces personnages, je peux pas faire le film. Non? Alors, j'ai commencé à chercher et la première fois que j'ai fait, je n'avais pas une directrice de casting dans ce cas, alors c'était moi-même qui faisais tout. Je suis allé au service d'aide aux migrants de ce village qui s'appelle Vidreras. Et il y avait des femmes qui m'ont aidé beaucoup et qui m'ont présenté à beaucoup de monde, beaucoup des options, de jeunes hommes. Et j'ai parlé avec beaucoup de gens. J'ai beaucoup des interviews. Comme je disais avant, pas de casting d'abord, pas de test avec la caméra, mais seulement de parler. Et en fait, dans ce village, peut-être que j'ai vu 10, 15 jeunes hommes, mais je n'ai pas fait aucun casting parce que j'ai vu qu'il n'y avait personne que c'était un vrai candidat à faire ça, à jouer. Il y avait des gens qui ne voulaient, des gens qui ne pouvaient, des options, des hommes avec lesquels je ne me comprenais pas bien. Non, il y avait des difficultés. OK. Alors, ça me porte à un autre service d'aide aux migrants à un village plus grand. Et je me trouve dans une salle avec 25 hommes qui sont là pour m'écouter, pour expliquer mon projet. Non? Et j'essaie d'expliquer, de raconter ce que je vais faire. Et après, j'ai quelques minutes avec chacun. Et ici, il y a une option qui m'intéresse. C'était un homme qui s'appelait Marie. Et alors, j'ai décidé de lui faire un casting. Et nous allons voir le casting maintenant. Allo, assalamu alaikum. Ma kana kamoko. Giani Mariani. Hortora sundagai. Majam. Toro tora suntoy. Toro golle nyaay me.
Ok, ça c'est Marie. J'ai pas expliqué avant, mais je suis allé en forêt avec lui et je lui ai demandé de faire un peu ce que nous allons faire dans le film, non? Que c'était de couper la bruyère et de se promener. Et j'essayais avec quelques appels. Euh, je lui ai demandé que lui appelait quelqu'un en sa langue et après en espagnol aussi. Et il y a quelque chose que j'aimais beaucoup de Marie. Il y avait une fragilité que c'était très intéressant. Et il y avait une tristesse à son regard que c'était intéressant. Et je me suis vraiment demandé, je suis vraiment pensé que lui pouvait être le personnage que je cherchais. Mais quand j'étais en train de réfléchir ça, je l'ai appelé pour quelque chose. Et lui, il me dit qu'il est parti en Afrique et qu'il était au Sénégal, non? Et qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et je me suis dit, ok, il faut pas défaillir, on dit défaillir en français? Il faut pas, non? Il faut pas arrêter, on va continuer, non? Et après, je suis allé dans un troisième service d'aide aux migrants. Et là, il y a une espèce de magie qui a eu lieu parce que la femme qui travaillait là aimait beaucoup le cinéma. Et ce qu'elle a fait, elle ne le savait pas, mais elle était une directrice de casting. Parce que ce qu'elle a fait, c'était de me présenter 3 options qui étaient très, très, très bonnes. Elle savait ce que je cherchais, elle m'a bien compris, et elle m'a donné 3 options. Et les 3 étaient très bonnes. Mais il y avait une des options que d'abord j'ai préférée, non? Alors j'ai décidé de faire un casting à ce jeune homme qui s'appelle Moussa, et après de le faire jouer un peu avec un de ces 3 hommes. Et nous allons voir ce que Moussa a fait maintenant. Assalamu alaikum. Atoranta kadun ko orjomo mashallah na rafa mama yo ya atoranta kadun ko jawale koren ko orjomo alhamdulillah mashallah na yo hoya ni ga tanti na khiriya yo ya woge yo inshallah ngana hoye am pa ni golli butine ko remi tuwana iga intu kabira inshallah min gara kashi wakata inshallah ya qatar sunda karam gonjuma jama pay golli ni meta mayan ka ngala yan kabira me inshallah min gara hira na arawse ya da ko ni le wa va ¿cómo está? Muy bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cuándo? Mañana. Vale. ¿A qué hora será? Vale, a las 8. De acuerdo, no hay problema. Tiene todo máquina completo, ¿no? Porque yo no tengo nada y tú tienes que tener la cosa para que pueda hacer cosas, trabajar, porque yo no llevo nada. ¿Vale? Bueno, hasta mañana. Adiós.
ok. Alors c'est lui, c'est Moussa qui a joué dans le film, non? Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce qu'il a fait. Excusez-moi, il n'y a pas de sous-titres quand il parle sonique, il n'y a pas de sous-titres quand il parle espagnol. Il n'y a pas de sous-titres pour le casting en général. Mais j'imagine que vous pouvez sentir un peu que lui, il est complètement à l'aise en face de la caméra. Et j'aimais beaucoup qu'il ajoutait des choses. Je lui demandais, je le mettais dans une situation, mais lui, il toujours m'ajoutait quelque chose que me portait un peu la scène que j'avais pensée un peu plus loin. Et lui, j'aime beaucoup l'expression de son visage. Et après, quelque chose qui est très important quand tu travailles avec des acteurs, c'est que nous avons devenu très proches, non? Nous comprenons très bien. Lui, il me comprenait ce que je voulais et je comprenais ce qu'il avait besoin de. Alors oui, c'était lui sans doute et l'ami que nous avons vu ici, lui il est dans le film ici, lui il s'appelle Hamidou et il joue son ami dans le film aussi. Et maintenant, nous allons voir une toute petite scène de Sotabosc, parce que si vous voulez, vous pouvez aller la voir ce soir à 18h30, ici. Mais nous allons voir une toute petite scène où nous pouvons voir Moussa jouer un peu, et aussi, c'est une scène en supermarché. Nous pouvons regarder la scène et après nous parlons un peu. $4.20. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Guay. $11.50. Gracias. Adéu. Merci. Oui, c'est ça, une toute petite scène où nous pouvons voir comme il joue un peu, et aussi Déborah qui est la caissière. C'est rapide là. La caissière qui était mon amie aussi et qu'elle n'avait jamais joué, mais je sentais que c'était elle qui pouvait le faire. Elle l'a fait très bien. Elle est dans une autre scène de film. Mais oui. Il y a quelque chose que, en parlant sur acteurs et tout ça, c'est très difficile à définir. Et maintenant, quand je parle de mon prochain film, nous allons parler un peu plus, que c'est d'avoir l'intuition, non? C'est de sentir que quelque chose va fonctionner, sentir que lui ou elle peut faire ce que tu vas lui demander.
non? Et ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est un peu comme ça, c'est l'intuition, non? C'est très important dans la vie, dans beaucoup de choses, non? Pourquoi tu veux faire ça avec quelqu'un, non? Parce que tu sens, parce que tu as l'intuition que ça va être joli, que ça va être intéressant, que ça va être passionnant. Et je crois que pour faire cinéma, l'intuition, c'est très, très important. Et quand tu décides avec qui tu veux travailler, l'intuition va jouer un rôle très important. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur ce film. Oui. Oui, pas forcément sur le film. Quand vous parlez d'intuition, est-ce que c'est quelque chose que pour vous, vous avez eu dès le début, dès vos premiers films, ou est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez et que vous voyez à force de voir des acteurs et de leur façon de jouer, leur façon d'être? Je ne sais pas comment répondre à ça. Non, l'intuition, c'est quelque chose que nous avons depuis que nous sommes enfants, non? Et tu décides que tu veux aller jouer au foot là et pas jouer là, non? Ça, c'est l'intuition qui te dit ce que tu veux faire, non? C'est pas quelque chose que j'ai travaillé spécifiquement. J'ai réfléchi, non? J'ai réfléchi que c'est important d'avoir intuition, mais il faut se tromper aussi avec l'intuition. Et ça nous passe à tout, dans le cinéma et dans la vie, non? Mais si, comme vous dites, c'est des acteurs qui ne sont pas professionnels, si vous dites que c'est des acteurs que vous avez choisis qui ne sont pas professionnels, comment est-ce que s'ils savent pas trop ou des choses comme ça, comment ils font pour faut aussi que ça vienne d'eux-mêmes aussi, qui veulent participer à la chose. Il peut y en avoir. Enfin, je sais plus ce que je voulais dire. Je t'ai pas bien compris. Je sais pas. Ok. Je veux te comprendre, hein, mais j'ai pas arrivé. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire ou si c'est aussi la suite de ce que vous allez présenter. Mais du coup, comment est-ce que, par exemple pour la scène dans le magasin, vous dirigez un acteur non professionnel, comment vous lui donnez des indications et vous gardez le côté aussi naturel en fait de l'acteur, sans aussi... j'ai eu ce problème avec certains acteurs non professionnels aussi, où ils étaient très vite stressés ou angoissés, du coup ils perdaient le naturel dès que je donnais une direction. Oui, voilà. ok. C'est une bonne question parce que j'ai pas parlé de ça encore, mais comment est-ce que tu prépares un acteur pour jouer? Enfin, non? Et d'abord, avec Sotabosc, c'était de passer beaucoup de temps avec l'acteur, de lui connaître très bien, de parler avec lui sur sa vie, mais aussi sur le personnage qu'il allait jouer, qu'il n'était pas loin de sa vie, non? Alors, ça c'est très important. Et après, avec Moussa, il était à l'aise en face de la caméra. C'est comme ça. Je ne suis pas à l'aise en face de la caméra. Lui, il est à l'aise. Tu peux voir ça. Si tu me fais jouer un jour, tu verras que je suis un très mal acteur. La première fois. Et il y aura quelqu'un ici qui le fera beaucoup mieux que moi. Ça, c'est facile à voir, je crois. Quelqu'un qui est à l'aise en face de la caméra et quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Non? Après, oui, c'est vrai qu'il faut travailler comme tu dis les choses, non? Aux gens que tu travailles avec, non? Et il faut être, je ne sais pas, chacun a son façon de se communiquer avec les autres. J'essaye d'être respectueuse, non? J'essaye de respecter, mais de dire les choses très clairement, c'est ce qui est important de lui dire. Après, il y a des acteurs qui ont plus d'angoisse, non? Pour jouer. Mais des fois, il y a du monde qui est très angoissé, mais quand ils sont en face de la caméra, ils le font très bien. Ils sont angoissés, c'est une façon de se libérer des fois. Il y a beaucoup d'acteurs, ou beaucoup de monde qui peut jouer en face de la caméra, qui sont très timides. Mais sa timidité, en face, il se libère en face de la caméra. Alors, il y a beaucoup d'options, non? Il n'y a pas qu'une seule recette, oui.
Ok. Ok, maintenant je vais parler du film que je suis en train de préparer, qui s'appelle Les Convulsions, qui va être tourné en France, au département de l'Ariège, et que nous sommes en train de développer. Par où est-ce que je commence là? Ok. Oui, comme j'ai dit avant, que j'habite à Barcelone, mais je passe du temps aussi dans un petit hameau de l'Ariège, peut-être 1h30 sud d'ici. Et je suis tombé amoureux de l'Ariège, d'abord pour sa nature sauvage, non? Il y a une nature, beaucoup des endroits avec une nature presque intacte, que c'est très très belle, non? Les montagnes, nous sommes dans les Pyrénées ou les commencements des Pyrénées. Mais aussi parce que il y a une communauté très spéciale en Ariège. Il y a beaucoup de monde de différents endroits de l'Europe, du monde, de la France, qui arrivent là en essayant de vivre d'une façon différente, en essayant de quitter la grande ville, d'être moins pressé et d'avoir un rapport avec la nature différent. Non? Et ça, il y a beaucoup de monde qui arrive là avec cette attitude. Et je crois qu'il y a une communauté qui est là, qui est très intéressante et qui m'a surpris beaucoup. Et un peu de la découverte de cette communauté et de la découverte de la nature sauvage que je disais. C'est d'ici qu'est né le désir de faire ce prochain film, Les Convulsions. Alors, dans ce cas, je suis écrit un vrai scénario, avec des lignes de dialogue et tout. Non, nous sommes écrits, pas seulement moi, je l'ai écrit avec Blanca Camell, la réalisatrice catalane aussi qui habite à Paris et qui est réalisatrice et scénariste. Et ici, je veux travailler un peu différemment. Les deux films que je fais avant, comme vous savez, sont faits un peu au marge de l'industrie cinématographique. Le Juan Bushwick Diaries, complètement au marge de l'industrie cinématographique. Après Sous-Bois, il y avait des boîtes de production et il y avait un peu d'argent et tout ça. Mais ici, on va essayer de travailler d'une façon différente. Alors, nous avons écrit un vrai scénario. Et qu'est-ce que racontait ce scénario? Je vous explique très rapidement. Nous présentons en famille, avec un père et une mère, un des deux est d'origine étrangère, qui ont deux filles et qui sont arrivés en Ariège pour, comme je disais, pour quitter une grande ville et s'installer à la nature et avoir un rapport différent avec la nature. Non? Ils ont réussi à faire ça parce qu'ils ont créé un jardin fruitier avec lequel ils font des confitures avec ces fruits. Et c'est la mère qui est en charge du jardin et des confitures. Et le père, c'est comme un architecte qui bricole un peu pour les vieilles maisons de l'Ariège, pour les rénover, tout ça. Et ils ont deux filles, deux petits-enfants. Et une de ces deux filles a des crises épileptiques qui transforment pas seulement la famille, mais aussi quand la petite a une crise épileptique, il y a des éléments de film qui changent un peu. Il y a comme un petit rebondissement fantastique quand elle a une crise. Okay? Alors c'est un film qui va être d'un côté très proche à la réalité, un film qui sera très vrai parce que nous voulons travailler aussi avec du monde qui a vécu des vies similaires à ce que les personnages ont vécu. Nous avons écrit un scénario, mais nous ne donnerons pas la ligne de dialogue aux acteurs. Mais
il y aura ce côté un peu fantastique, non? Et c'est très important dans ce cas que la vérité de ce film et le côté plus documentaire, c'est très vrai qu'il n'est pas faux, parce que quand il y a les rebondissements fantastiques, ça va être plus puissant, non? Alors, nous avons cette idée, et dans ces derniers mois, nous avons fait un processus pour trouver cette famille, pour former cette famille de 4, père, mère, 2 enfants. Comme j'ai dit, ce que c'est très important pour moi, c'est que les personnages ont vécu des vies qui sont très similaires, ou très peu similaires à la vie des personnages. Alors je cherchais quelqu'un qui habitait en Ariège, qui avait arrivé là, avec le désir de se rapprocher à la nature d'une façon différente. Et cette fois, j'ai eu la chance de ne pas faire ce repérage toute seule, mais j'ai trouvé l'aide de Marianne Neplas comme directrice casting, qui avait beaucoup d'expérience en faisant un casting sauvage, et aussi de Gladys Després, Marianne habite à Toulouse, Gladys habitait à Foix, qui est là dans l'Ariège, et connaissait mieux le coin. Et Gladys fait partie d'une association de documentaristes, et elle a réalisé elle-même des documentaires. Alors, nous avons ces 2 personnes qui ont commencé à travailler le mois de mai. Non? Ils ont lu le scénario, j'ai parlé avec elle, et je lui ai envoyé un document de casting que peut-être que nous pouvons montrer maintenant. Si? Nous pouvons montrer le PDF et tu peux. C'est un peu. Ici, je vais partager tout que j'ai, et je veux que je lui ai donné, j'ai expliqué comment est-ce que nous allons travailler, et ce que j'ai fait, c'était d'utiliser des référents. Tu peux passer oui, par exemple, laisse-la, non? Lisa, la mère. J'ai donné des images des autres comédiennes que peuvent avoir quelque chose, non? C'est pas un visage. Je ne veux pas nécessairement quelqu'un qui est blonde, mais c'est un esprit, non? Et c'était très important d'être ouverte à chercher. À chercher. Si tu peux passer à la page suivante, s'il vous plaît. Non, le père. Pour incarner Rob, nous recherchons un homme mince, entre 40 et 55 ans. Je décris un peu comme est le personnage. C'est un homme généreux qui a du mal à exprimer ses émotions. Nous trouvons l'acteur Marcelo Urguegue inspirant. OK. Oui, tu peux fermer ça. Et j'ai fait ça, oui, avec tous les personnages qui sont importants dans le film. Non? Et après, Marianne et Gladys ont commencé à travailler. Et chacune a suivi son chemin. Et ils m'ont présenté, ils ont connu beaucoup de monde qui pouvait être un père, une mère, un enfant. Et d'abord, ils m'ont envoyé un document avec des photos. Parfois, des fois, il y avait des vidéos aussi. Ils ont filmé, pas le faire jouer, mais seulement peut-être se présenter pour voir quelqu'un en vidéo, que c'est aussi très intéressant. Et c'est vrai que les deux m'ont présenté beaucoup d'options. Non? Beaucoup d'options que j'étais vraiment surprise de combien de bonnes options il y avait là. Et ici, une des choses plus importantes, c'est est-ce que ça va être une vraie famille ou pas? Il y a les 2 options. C'est vrai que pour travailler comme ça avec des enfants, je pensais que peut-être une vraie famille, ou une partie d'une vraie famille, peut-être une mère avec une fille, qui après nous cherchons un père, quelque chose comme ça, ou une vraie famille. Ça sera parfait, en fait, si nous trouvons une vraie famille et nous le faisons jouer ensemble.
Et en fait, nous avons trouvé, de toutes ces recherches, nous avons trouvé 2 vraies familles. Une famille qui a trouvé Marianne et une famille qui a trouvé Gladys, que je suis allé à visiter pour les connaître. Non? Et pour voir où ils habitaient. Parce que c'était une possibilité aussi si nous travaillons avec une vraie famille que nous allons utiliser la maison où ils habitent aussi. Non? Et c'était les 2 familles, ce sont comme le scénario. Une femme qui travaille plus dans les jardins et un homme qui bricole un peu dans sa maison ou dans la maison des autres. Et je suis visité ces 2 familles et en fait, c'était clair pour moi qu'en 2 familles, je me suis senti très bien, j'étais très à l'aise. Et avec l'autre, il y avait quelque chose que l'intuition m'a dit, ce ne sont pas eux. Je ne sais pas pourquoi, hein, ils étaient en fait en photo, ils étaient beaux et belles et intéressants et ce qu'ils faisaient. Mais l'intuition, je suis allé là et l'intuition m'a dit, ils ne sont pas eux. Alors, je n'ai pas fait le casting avec eux parce que l'intuition que j'avais, c'est qu'ils ne vont pas être... je ne sais pas pourquoi. Et ça paraît un passé étrange. Des fois, tu as une sensation, tu arrives à quelque part et ça fonctionne pas. Oui, je l'explique tout bien, oui. Je me suis perdu un peu avec mes papiers, mais peut-être que ça c'est mieux que je me perds complètement. Oui. Alors, nous sommes organisés en casting, non? Et de toutes ces options, de tous ces profils que Marianne et Gladys ont présentés, nous avons sélectionné, je me rappelle combien, 25, quelque chose comme ça, 25 personnes que nous allons faire jouer, que nous allons faire le casting. Et nous avons pris une salle dans un village par là et nous avons fait jouer les gens. Ici, c'était clair que ce que nous faisons, excusez-moi, c'était de faire d'abord un entretien personnel que nous essayons de filmer. Parce que j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont, non? Et le connaître un peu, pas seulement le faire jouer. Et après, je lui donnais une situation que c'était normalement une scène de scénario, qu'ils sont dans un chemin de terre et il pleut beaucoup et sa voiture a été coincée dans la boue et ils ne peuvent pas sortir. Et il faut qu'ils appellent quelqu'un pour les aider. Ils pouvaient appeler à ce qu'ils voulaient, l'assurance, son ami, non? C'est un exercice que ça fonctionne, comme vous avez beaucoup d'appels et vous en allez voir. Mais l'appel, c'est une situation que j'aime beaucoup pour faire jouer quelqu'un tout seul, non? Parce que tu peux voir comment est-ce qu'il se déroule en face de la caméra, mais ici tu peux voir la capacité d'imaginer et de rentrer dans un monde fictionnel que cette personne-là a. Parce que c'est plus difficile peut-être de rentrer dans un monde fiction toute seule avec un téléphone que de rentrer avec quelqu'un d'autre qui joue avec toi, qui va t'aider à rentrer dans ce monde. Je crois que c'est plus difficile de faire l'appel. Parce que l'appel, c'est toi toute seule. Non? Ok, et nous allons voir 2 castings. Maintenant, ce sont des petits morceaux de Marilyn et Thibaut. Nous pouvons voir les 2 ensemble. Ouais, moi j'ai voyagé 10 ans et je me suis dit, bon, si je m'installe quelque part, ce serait peut-être bien là. Oui. Ouais. Après être en voyageant. Ouais. J'étais passé là il y a 10 ans et je suis venu dans le coin il y a 5 ans en me disant, bon allez, j'ai envie de me poser, aller la montagne, les belles natures, plein de gens qui s'installent, plein de trucs alternatifs. Voilà. Et c'est comme ça que tu es arrivé ici en voyageant. Ouais. Par où tu voyageais? Par toute l'Europe, par la France? Partout, les pays autour.
beaucoup la France, un peu l'Espagne, l'Afrique, j'y suis allé 2 fois, et le Brésil. Et pourquoi tu as senti que ici c'était où tu voulais rester? À la base, je voulais fuir la France. Tu voulais fuir la Ouais, France? il y a un moment de ça. Et finalement, à voyager, je me suis rendu compte que c'est bien et que c'est pas pour rien que je suis là non plus. Et en ayant voyagé en France, je m'étais dit, je voulais m'installer dans des beaux coins. Et je visais pas mal la Dordogne ou la Drôme. Je trouvais ça joli. Mais pour le milieu alternatif et tous les gens qu'il y a un peu partout ici qui font des belles choses, comme tu disais, je me suis dit, ça serait peut-être bien dans le coin. Bon, je t'appelle parce qu'en fait, je suis embêté là, je suis coincé avec mon camion dans un petit chemin. Je me suis embourbé là dans la boue. Je me suis dit que toi tu connaissais, il y avait un paysan pas loin, là je suis près de Boulier, tu vois, le petit village Boulier. Ouais. Et du coup, moi je me suis dit que tu avais le numéro peut-être du paysan là qui habite pas loin, s'il peut venir me tracter, enfin me tirer avec le tracteur. Est-ce que tu l'as là avec toi? Ouais. Mais est-ce que tu peux me l'envoyer par message, comme ça je l'ai et je l'appelle directement? Bon ben super, ouais, parce que là je suis embêté, il pleut à fond, je peux pas pousser, je suis allé voir devant, la roue elle est rentrée dans la terre, je peux rien faire, j'ai forcé, ça marche pas. Ouais. Non, mais non, t'embête pas. Donc, je m'appelle Marilène Bertin, je suis agricultrice, je vends des plantes médicinales, aromatiques, et je suis en mariage depuis 10 ans. Voilà. Et vous avez quel âge? J'ai 40 ans. D'accord. 41 à la fin de l'année. Et vous vivez dans une ferme? Je vis dans une maison. Ouais. Et il y a des serres. En fait, c'est une serre qui a été transformée en maison. Voilà. Et j'ai des serres autour, mais l'atelier est plutôt dehors, quoi. D'accord. Et Ouais, Christian, ça, je suis en galère là, je suis coincée. J'ai mis ma voiture dans une ornière. Là, j'ai essayé, j'ai reculé, j'ai avancé, et en fait, c'est de plus en plus près du ravin. Du coup, là, je suis complètement coincée. Je pense qu'il faudrait venir avec une planche ou des sacs ou je sais pas. En plus là, il va faire nuit. Du coup, est-ce que tu peux venir, tu crois, là maintenant, ou je la laisse là? Et est-ce que tu peux venir me chercher au moins? Bah, si tu peux venir, c'est cool. Si on arrive à faire quelque chose avant la nuit, bah tant mieux. Et sinon, bah au moins tu me ramènes et on revient, on va voir ça demain matin. Ok, nous avons vu 2 options. Est-ce que vous les avez aimées? Nous n'avons pas pris une décision encore. Peut-être que vous pouvez la prendre pour moi. Je crois que les deux Thibaut, je crois que les deux l'ont fait très bien, le casting, Thibaut et Marilyn, les deux. Nous sommes vus en partie, dans le cas de Thibaut, nous sommes vus en partie de l'entretien que je lui ai fait, et après le casting. Et dans le cas de Marilyn, en fait, je vous ai présenté une de ces vidéos que, en ce cas, Marianne faisait au marché, non, pour me présenter à quelqu'un. Non? Et je croyais que c'était intéressant pour vous aussi de voir en vidéo que les gens qui sont là dans la rue en faisant les repérages m'envoyaient. Je crois que les deux ont fait le casting très bien. Les deux ont un visage très intéressant. Ils sont beaux et belles, non? Et ils sont des bonnes options, non? Je crois que j'ai décidé qu'ils ne vont pas être le père et la mère de la famille, mais peut-être que, en fait, je dois réécrire le scénario maintenant et je crois que je vais penser, je vais créer un rôle pour eux dans le film, un petit rôle, non? Parce que, comme je vous avais dit avant, il y avait 2 vraies familles que nous avons fait jouer au casting aussi. Et une de ces vraies familles, je vous ai expliqué que je ne me suis pas senti très bien. Quand je le suis visité, je me suis senti très bien, mais je croyais que ce n'était pas eux. Mais l'autre famille qui était formée par Tom, Marlise et la petite fille Lisalou,
en fait, c'est Marianne qui a trouvé ses familles, et elle, quand elle est arrivée là, elle a complètement tombé amoureuse de le lieu et de Tom, de la petite. Et elle m'a expressé ça, non? Et quand j'y suis allé, j'ai senti un peu la même chose, non? On continue. Je suis visité à Tom, Marlies et Lisalou. Ils sont belges, flamands. Ils parlent un peu flamand, un peu français. Et la petite Lisalou a une présence magnifique. Elle a un rapport avec la nature incroyable. Et il y a beaucoup d'éléments de la vie de la famille que j'aime beaucoup. Par exemple, Tom et Marlies essayent d'avoir autosuffisance alimentaire. Non? Ils ont un jardin de permaculture et ils essayent de se rapprocher à l'autosuffisance alimentaire. Ils n'y arrivent pas, mais ils essayent. Et après, quelque chose que j'ai aimé beaucoup et que j'ai pensé que ça peut rentrer dans le film, c'était l'idée. Tom me disait qu'il avait un projet d'installer une turbine dans un ruisseau que lui il a dans sa propriété. Une turbine pour générer électricité et fournir la maison. Et ça c'est possible, je ne le savais pas, mais c'est possible. Il y a des livres qui t'expliquent, et des vidéos YouTube en fait, qui t'expliquent comment est-ce que tu peux faire ça. Tu peux faire une turbine, mais normalement, tu n'as pas un ruisseau dans ton appartement. Je n'ai pas un ruisseau. Et je croyais que l'idée de la turbine, de fabriquer une turbine, c'était très intéressant. Parce qu'ici, je vous ai parlé pas beaucoup, et je ne veux pas parler pas beaucoup aujourd'hui, de l'épilepsie, la maladie que la petite fille a, parce que l'épilepsie, c'est une question électrique aussi dans le cerveau, non? Et le rapport entre l'épilepsie et l'électricité était très présent dans le scénario. Et je connais quelqu'un qui me dit qu'il veut construire une turbine électrique pour fournir la maison. Et là, je pense... Ça, c'est très intéressant. Alors, après de connaître Tom, Lisalou et Marlies, sa femme, ne savait pas si elle voulait faire le film. Parce qu'elle disait qu'elle ne se sentait pas à l'aise en face de la caméra. Et nous lui avons laissé un peu de temps pour bien réfléchir, et elle a décidé qu'elle ne voulait pas être. Mais elle supportait complètement son mari et sa fille pour être là. Et là, alors, ça nous manque une femme et pour Tom et une sœur pour Lisalou. Et ce que nous avons fait, c'est nous avons testé beaucoup de monde, toutes ces options que je vous ai dit. Ça pouvait être partie de la famille, mais nous sommes demandés aussi à Tom, Lisalou et Marlies s'ils avaient des idées de quelqu'un de son monde qui veut jouer avec eux, à être sa femme, sa sœur. Non? Et Tom nous a présenté à Ilse, qui d'abord, elle était une option très très intéressante aussi. Je trouve, j'avais écrit un scénario avec une femme qui a un jardin fruitier, avec les fruits, elle fait de la confiture, et un homme qui bricole, qui est comme un architecte elle n'a pas un jardin fruitier, mais elle a des fruits qu'elle utilise, qui cultive pour aromatiser le thé, et elle va au marché, comme la mère que j'avais écrit dans le scénario. Et elle a si toi tu peux montrer la photo, s'il vous plaît, le camion qu'ils a dans le marché de Saint-Giron. C'est un camion très beau, où elle va en douter, comme elle expliquait. Alors, dans ces familles, si nous utilisons Ilse comme la maman, il y a une autre photo, je crois. C'est un camion en bois, très beau. Et je me dis que
ce couple, ce faux couple, a beaucoup des éléments avec lesquels je peux jouer. Non? Je peux jouer avec l'électricité, je peux jouer avec l'idée que lui, il bricole en construisant une turbine et elle va au marché à vendre le thé aromatisé avec les plantes qu'elle cultive. Nous avons maintenant une idée de qui sont les meilleures options pour jouer père, mère, fille. Nous manquons sœurs, nous avons quelques options. Nous avons fait des castings, mais nous n'allons pas montrer ces castings enfants aujourd'hui. Mais je crois que nous avons une ou deux bonnes options. Et ce que nous allons faire pour partager un peu le processus avec vous, c'est d'essayer un vrai tournage avec eux un week-end. Nous allons tourner en scène et nous allons utiliser cette scène, pas pour le vrai film, mais pour aider à trouver plus de financement. Ça va fonctionner comme un teaser un peu. Nous allons tourner en scène, que sera une autre partie du casting, parce que j'aime ce que je veux, mais il faut continuer à travailler, il faut tester. Il faut tester avec une vraie équipe de cinéma, et ça c'est le prochain pas. Non? Nous sommes ici. Nous avons fait ça, il fait 3 semaines. Ça c'est très très récent. Et maintenant, oui, nous allons tourner un teaser, et aussi nous allons réécrire le scénario que j'avais, vrai scénario dans ces cas, 110 pages, avec des lignes de dialogue. Nous allons réécrire en fonction des personnages que nous allons choisir. Ok? Alors, peut-être que nous allons laisser la confiture et nous parlerons du thé aromatisé, de kombucha. Nous allons laisser quelqu'un qui bricole dans les autres maisons, et nous allons concentrer dans quelqu'un qui va construire une turbine à sa maison. Oui, et c'est là où nous sommes. Et toutes ces images que vous avez vues, et que quand tu tournes dans un lieu, ils sont en casting, mais ils sont aussi des tests qui sont très 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 utiles pour dans les processus de création du film. Non? Quand tu peux tourner dans un endroit qui peut être le lieu de tournage, c'est très riche ce que tu trouves. Ça t'aide beaucoup. Alors maintenant, ça va être ça. Continuer à travailler, réécrire, et j'espère que nous pourrons tourner le film dans les prochains mois. Ou, je ne sais pas exactement quand, mais j'espère que c'est pas loin quand nous allons tourner le film. Et oui, j'ai parlé beaucoup, ici j'ai écrit un scénario, je vais le réécrire, mais je l'écris comme un outil pour savoir ce qu'il va passer, mais je ne vais jamais lui donner au personnage ce scénario. Ils ne vont pas savoir, ils vont pas avoir la ligne de dialogue. Et d'abord, c'est une technique que je vais essayer de faire dans ce film, que c'est quelque chose que la réalisatrice catalane que je connais bien, Carla Simón, qui a fait, comment est-ce qu'on dit en France, Alcarràs? Nos Soleils. Qui a fait Nos Soleils, qui a gagné l'Ours de Berlin, et que nous avons travaillé dans le même projet pédagogique de cinéma. Elle travaille avec des acteurs non professionnels d'une façon incroyable. Et par exemple, ce qu'elle fait, que c'est très intéressant pour moi, c'est quand tu travailles un personnage, tu ne veux pas répéter la scène du film, sinon que tu vas écrire des autres scènes de la vie passée des personnages pour travailler le personnage. Et après, quand tu tournes le film et quand tu mets les comédiens dans cette scène-là, ça sera la première fois qu'ils jouent là.
mais ils ont travaillé les personnages en travaillant le passé, les scènes passées du personnage. Et je crois que nous essayerons de faire ça aussi dans le cas de la convulsion. Et maintenant, si vous avez des questions sur ce que vous voulez, je suis ouverte à vous répondre à presque tout. Du coup, ça vous a mis combien de temps à trouver tous les acteurs, à peu près? Je travaille sur ce projet pendant 2 années, je crois. J'ai écrit, j'ai repéré un peu moi-même, j'ai visité des maisons, j'ai visité du monde, mais depuis que Marianne et Gladys ont commencé à travailler, elles ont commencé à travailler au mois de mai, je crois, mai-juin. Alors, est-ce mai en français? Mai, excusez-moi, mai, comme en anglais. Mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois. Il n'était pas comme ça, Marianne fait que non. Alors, non, mais tout le processus, parce que le mois d'août, nous n'avons pas travaillé là, mais ça pourrait être fait plus vite. Mais là, derrière, Alba. Moi, je me demandais, du coup, est-ce que tu t'es posé la question par rapport à par exemple, le travail avec des vraies familles, il y a toute une part d'intimité aussi qui est du coup livrée quelque part, même si c'est un film qui est écrit par toi et que ça change quand même un peu la réalité. Est-ce que tu t'es posé cette question de te dire où est-ce que je mets la limite, et même, ou peut-être que même de leur part à eux, il y avait peut-être des craintes ou des choses comme ça, ou des limites que eux imposaient? Oui, il faudra travailler avec ça, non? Je suis pas, mon style, c'est pas de pousser. Je ne veux pas avoir l'intimité. Et à la fin, c'est pas la vraie femme de Tom. Alors, ça sera très clairement un jeu, non? Le père et la fille, oui, mais je crois que ça sera pas un problème, parce qu'ils sont pas en vraie famille. Les parents, alors et si les enfants comprennent, et quand nous ajoutons une sœur qui n'est pas la vraie sœur, la réalité que ça c'est un jeu de fiction, ça sera plus obvious. À scène. Ok, j'avais répondu avec intimité dans l'autre sens. Dans ce cas, il faudra le travailler. Si on a besoin d'une scène vraiment intime, il faudra le travailler. Oui. Je crois qu'il n'y aura pas de souci. Il y aura toujours une ligne que c'est un souci, mais je crois qu'il ne faudra pas arriver à cette ligne-là. Sur le casting qu'on vient de voir, on voit une relation très forte du coup entre la fille et son père, mais comment vous allez faire pour que la fille joue aussi bien avec sa fausse mère entre guillemets, et sa sœur plus tard? Parce qu'on voit vraiment que le père et la fille sont très très proches et ça marche très bien, mais c'est un petit peu plus compliqué même pour la mère d'essayer de rentrer dans les... Oui, bien sûr, il faudra la travailler, il faudra rentrer dans le jeu de la fiction, non? Ici, nous avons fait ça sans travailler, rien. Boum, tu es la mère, tu es le père, nous allons faire ça, tu es comme ça, tu fais comme ça, non? Boum.
Mais après, il faudra la travailler, évidemment. Évidemment que nous pouvons voir que c'est une relation très forte. Et dans la réalité, la petite fille a une vraie relation très forte avec son père. Et je crois que ça sera comme ça. Mais il faudra travailler la relation avec la mère. Mais c'est vrai que la fille connaît Ilse depuis qu'elle est née. C'est comme sa tante, on peut dire. C'est une très bonne amie de ses parents. Alors, je crois que ça sera facile. Non, il n'y a rien de facile, mais ça sera possible. Nous allons le travailler et oui. Oui, nous allons créer des scènes, non? Et nous allons jouer sans caméra, non? Jouer sans caméra. Et là, je travaille. Ça veut dire que je dis, faites attention que tu dois être plus proche à l'adulte. Dans ce cas, tu dois être plus proche à la petite, non? Nous le travaillons en répétant des scènes que je crois que seront des scènes, des scènes passées des personnages, non? Et juste seulement, oui, en jouant comme ça, en étant là et en partageant. Et c'est toujours, il joue, je dis quelque chose. C'est comme ça qu'on travaille, que je travaille avec les acteurs, non? Je dis quelque chose pour faire attention là, non? Et je donne des idées aussi. Ça fonctionne avec les enfants? On verra, tu verras le film. J'espère que oui. Mais c'est vrai qu'il faut travailler plus avec les adultes, non? C'est un travail différent avec les enfants et avec les adultes. C'est plus rationnel avec les adultes, mais les adultes peuvent, dans ces cas aussi, les adultes peuvent t'aider à faire l'enfant jouer ce que tu veux parce qu'ils connaissent bien l'enfant. Oui, mais là c'est un travail d'approche, de confiance. Et les enfants sont quand même toujours dans des univers assez ludiques et eux-mêmes ont un imaginaire dans leur jeu quotidien. Donc après, voilà, c'est un vrai travail, avec des coachings, mais c'est surtout après le lien qui va se créer avec les parents. Donc c'est étape par étape. Alba, il y a une question là. Du coup, vous allez faire jouer des enfants. Au niveau des droits, etc., du temps de travail, comment ça se passe? Je ne sais pas répondre à ces questions, excusez-moi. Je ne le connais pas. Je sais que parce qu'à chaque pays c'est un peu différent. Je sais que, mais je ne connais pas la loi. Mais nous allons suivre toutes les lois et nous allons respecter les enfants beaucoup. Nous allons respecter les enfants même plus que la loi nous demande. Dans les castings, on voit beaucoup alors des scènes de vie générale, des petits moments. Est-ce que vous faites des castings par rapport aux émotions fortes aussi? J'ai fait pas ça, non? Ça c'est un premier casting, non? Il faut, mais je crois qu'avec les émotions fortes, il y a aussi du monde qui tu peux voir qu'il peut aller jusqu'à là. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais j'ai la sensation, excusez-moi, avec Tom, par exemple, j'ai parlé beaucoup avec Tom et nous nous sommes comprenus très bien l'un à l'autre. Je crois qu'il va savoir le faire. Parce que là, du coup, on est dans un contexte où il va avoir des crises d'épilepsie, si j'ai bien compris. Et donc, je ne sais pas si toute la famille sera présente. Et donc, vous n'avez pas une certaine appréhension par rapport à la réaction que peuvent avoir le jeu de la famille à ce moment-là? Non, parce que je n'ai pas parlé pas trop de ça, je ne veux pas parler trop, mais les attaques épileptiques, quand la fille va avoir une attaque épileptique, nous allons couper en noir et il y aura des changements dans le film. Okay. Alors, dans ce cas, il ne faudra pas ce que tu dis. Est-ce que vous vous limitez dans le nombre de répétitions des scènes quand vous tournez avec des acteurs non professionnels? Parce que j'ai l'impression, après je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais à chaque fois que je l'ai fait, on perdait en fait le jeu, on perdait les émotions, on perdait tout à la fin. Et du coup, c'était plutôt embêtant parce que je vais chercher du détail chez un acteur non professionnel, donc j'ai besoin de répéter.
et au final, à la fin, il n'y a plus rien dans la scène, quoi. Oui, c'est vrai. Je crois que ça dépend de chaque cas. Je n'ai pas un numéro, mais il faut être très présent avec tes acteurs et connaître comment est-ce qu'ils se sentent. Et si tu vas creuser une ligne, il faut arrêter là, peut-être, non? Et nous pouvons le reprendre le lendemain, un peu plus fraîche, non? Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut faire attention. Mais à la fin, c'est de toi, comme réalisateur, être là, être présent, être connecté avec les acteurs et avec ton équipe. Mais avec les acteurs, c'est très important d'être émotionnellement connecté et connaître ce qu'ils sont et savoir arrêter quand tu dois arrêter. Non? Peut-être, oui. Mais ça dépend de chaque cas. Non? Chaque tournage, c'est un monde, chaque acteur, c'est différent. Mais arrêter là et passer à une autre scène, c'est une bonne idée. Merci pour me la donner. Est-ce que tu penses que tu as plus de mal ou pas à convaincre les productions de t'accompagner dans des projets avec des acteurs non professionnels? Est-ce que c'est une difficulté ressentie? Je sais pas. Ce projet, il est né. Depuis qu'il est né, j'ai expliqué que je vais le faire comme ça. Okay. Les boîtes de production qui veulent travailler comme ça peuvent rentrer. Personne t'a conseillé. Si tu ne veux travailler comme ça, tu peux aller produire un autre film, non? Ouais. Je crois, non? Alors, j'ai pas trouvé un obstacle encore. Peut-être que je vais le trouver dans les prochains mois. Je sais pas. Ok, merci. Bon, c'est vrai qu'il y a des élèves ici, donc elle n'est pas innocente, ma question. Je rebondis sur ce que disait Alan par rapport au rapport avec les comédiens, et surtout quand ils sont non professionnels et qu'il faut être connecté. Quel est ton rapport au combo? Mon rapport au combo? Ah, oui. Je crois que c'est très important d'être physiquement présent à côté de la caméra. Et c'est plus important, quand tu travailles comme ça, d'être présent pour tes acteurs que d'être là, au combo, caché, non? Il faut être là. Ce que je fais normalement, ça sera d'avoir un petit combo avec moi, ici. Et je peux jouer, je regarde les acteurs directement, des fois je regarde ici, non? Mais des fois c'est plus important d'être présent physiquement dans la réalité qu'un contrôlant. Mais ça peut être aussi quelque chose que tu parles avec ton assistant. L'assistant regarde le combo parce qu'elle peut voir s'il y a quelque chose d'étrange là. Non, mais oui, c'est plus important d'être présent là. Hola David, perdona, soy la directora Ah, del hola. instituto. Perdón, excuse-moi, es que no me ha dado tiempo a verte antes y ahora me tengo que ir, que tengo una reunión. Te veré esta tarde y Vale. fenomenal. Muchas gracias. Muchas Saludos. gracias a ti. Hasta luego. Tu imagines que je réponds exactement le contraire que tu voulais que je réponde? J'avais une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vexer des comédiens? Et si oui, comment vous faites pour justement éviter de les vexer sur leur jeu d'acteur? Admettons qu'il y a un comédien qui a une façon de jouer qui vous déplaise sur une séquence ou quoi. Comment vous faites pour le rassurer ou justement éviter qu'il se vexe et que après l'ambiance du tournage soit pas terrible? Vexé. ¿Pero de lo que yo digo o de que Sí, no? que tu ¿Cómo? forma de dirigir le haya molestado a alguien y cómo has hecho para arreglar la situación. Il faut demander les comédiens, hein? Mais je crois. Pour moi, c'est très important, je vais dire la même chose, d'être très proche aux comédiens. C'est très important. En fait, quand je fais des ateliers, ce que je dis,
au réalisateur que j'ai à côté, non, il faut faire attention, il faut être présent dans l'émotion. Parce que si ton acteur se casse dedans, c'est fini, non? Alors, je ne me rappelle pas d'avoir très clairement vexé un comédien. Il y a toujours de petits soucis qu'il faut, non, parce que nous travaillons ensemble, non, je te corrige et tu me dis, mais faites attention à ça, non. Alors, il y a toujours de petites choses. Je ne me peux pas rappeler maintenant d'avoir une grande vexation avec... non, vexation, non. Okay. Je pense avoir vu main, mais non. Ok, alors merci de m'avoir écouté. Une fois plus, je veux dire que ce que j'ai fait, c'est de partager comme je fais les choses et il ne faut pas le faire comme ça. Chacun, il faut trouver sa façon de faire cinéma et je partage la mienne et tout le monde, il faut trouver la sienne.